Je pense que globalement, j'étais un bon élève. Je pense que je faisais partie des 5 premiers pendant tout mon cursus. J'aimais beaucoup jouer au basket. Oui, Je bah jouais oui, vu beaucoup au votre basket. taille, c'est normal. Voilà, voilà. Et c'est directement après le bac que vous êtes parti en Europe ou alors vous avez fait passer votre DUG ici et après vous êtes parti? Non, directement. Après mon bac, Directement. je suis allé directement en France. Et comment s'est passée votre intégration là-bas? Très difficile. Pourquoi? Parce que j'ai débarqué en France quand j'avais 18 ans et j'étais dans le nord de la France, il à fait Lille, froid, où je il connais faisait bien très Lille, froid. oui, oui. Et en plus, au-delà du froid, on ne voyait jamais le soleil. Donc C'est pour ça, quelqu'un c'est qui venait du exactement ça Sénégal, le nord de la France. c'est une catastrophe. C'est gris, oui. J'avais confiance en ce projet, mais personne d'autre n'avait confiance à part moi. Je parlais à des gens, des anciens collègues, des grands financiers, des gens du monde économique et financier. Quand je leur parlais finances islamiques, ils me disent non, ça c'est trop spécifique. C'est pas la peine d'y aller. J'ai débuté avec mes propres économies parce qu'en fait j'avais des produits déjà qui accrochaient les institutions locales sur place. Donc en signant des contrats déjà financièrement, j'étais un peu à l'aise pour pouvoir démarrer. Mais après j'ai signé avec des grands groupes internationaux. J'ai été une société américaine à s'installer au Sénégal à travers un réseau. Quand j'ai organisé le premier forum sur la finance islamique, le président de la République était là. Tous les pays de l'Union monétaire ouest-africaine avaient envoyé des représentants. Le président de la Banque islamique était là. La Banque mondiale avait envoyé un envoyé qui venait de Washington. Le FMI avait envoyé quelqu'un. Donc ça, c'est un signal fort pour dire que ça, c'est vraiment le bon créneau. C'est quelque chose qui va réussir. Vous êtes chef d'entreprise, cadre ou jeune entrepreneur? Votre parcours et votre histoire peut inspirer ou motiver la jeunesse africaine. Participez à votre émission Leitmotiv sur 2STV et partagez votre expérience avec ceux qui en ont besoin. Infoline 78 245 57 72. Leitmotiv. Nous avons tous besoin d'une source d'inspiration. Salut à tous, très heureuse de vous retrouver pour la suite et fin de votre émission Leitmotiv consacrée à M. Lamine Mbacké, directeur général de l'Institut africain de finance islamique. Alors M. Mbacké, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, vous avez dû bien évidemment rencontrer quelques difficultés. Quelles sont les difficultés qui vous ont le plus marqué justement? Dans le contexte du Sénégal, je pense que la première difficulté, c'est je pense que les entreprises privées ou les startups n'ont pas la crédibilité qu'ils devraient avoir aux yeux du gouvernement et des autres acteurs. Je vous donne un exemple. Quand j'ai créé l'Institut et j'ai décidé de faire le premier forum international sur la finance islamique, donc j'ai invité la FMI, la Banque mondiale, la Banque islamique de développement, j'ai invité les institutions locales au Sénégal. Alors il y a des institutions qui m'appelaient pour me dire « Oui, votre forum là, vous travaillez avec qui ?» Je dis « Notre entreprise ». Il dit « Oui, vous êtes avec l'OCI, l'ONU ». Je dis « Non, c'est nous ». Mais les gens avaient du mal à penser que... Qu'au Sénégal, il y avait une entreprise... Qu'au Sénégal, voilà. Tout simplement. Voilà. Ça veut dire c'est complètement l'inverse. Bon, j'ai travaillé un peu aux États-Unis, où les entreprises privées sont valables. Ça veut dire que le gouvernement américain ou bien anglais travaille avec des institutions privées de consultance qui ont 2 ou 3 personnes. Mais ici, le problème que j'avais, il fallait dire je suis adossé au gouvernement. Les gens posaient la question, est-ce que vous êtes adossé à quel ministère? Je dis non, aucun ministère. Est-ce que c'est l'OCI? Est-ce que c'est l'ONU? Est-ce que c'est la Banque mondiale? Je dis non, je suis indépendant. Vous avez besoin que vous soyez affilié à ça pour posséder une certaine garantie ou... Voilà. Et ça, je pense que c'est pas bon parce que c'est le secteur privé qui doit développer nos pays. Il faut vraiment qu'on reconnaisse les entreprises. Qu'on leur fasse un peu confiance aussi. Voilà, qu'on leur fasse un peu confiance. La deuxième chose aussi est que quand j'ai fait réellement le forum, j'ai mobilisé des chefs d'État. Mon deuxième forum, le gouverneur de la Banque centrale du Nigeria est venu avec un jet privé. Les gens me disaient, mais vous privé là, pourquoi? Donc vous avez eu du mal un peu à
Voilà, et je pense qu'on a un peu ce problème dans le monde francophone, qu'on ne pousse pas les gens à prendre des initiatives privées, mais à s'adosser à des institutions pour pouvoir avancer. Et ça, je pense que c'est pas... Alors, à votre actif en tant que directeur général de l'Institut africain de la finance islamique, nous pouvons compter de nombreuses réalisations, telles que la formation de la quasi-totalité du personnel de la Banque islamique au Sénégal, l'organisation régulière de séminaires au Togo, Niger, Mauritanie, Gambie, Côte d'Ivoire, une mission avec le FMI comme formateur sur la finance islamique et encore bien d'autres, comme l'organisation de forums internationaux sur la finance islamique en Afrique de l'Ouest. Pouvez-vous nous donner les secrets donc de votre réussite en temps? Je pense que le secret peut-être ici c'était le flair. Je pense que j'avais l'intelligence économique de voir que c'est quelque chose qui est en train de croître et qui a un potentiel énorme de se développer dans nos pays en Afrique de l'Ouest. Et je sautais sur l'occasion. La deuxième chose, c'est que j'avais une passion. Parce que comme je vous disais, je suis issu d'une famille religieuse et je suis banquier. Vous savez que la façon de la banque conventionnelle l'éthique de la banque conventionnelle n'est pas forcément conforme à l'éthique de l'islam. Il y a des choses, par exemple, sur le taux d'intérêt qui sont interdites. Et donc, naturellement, quand j'étais à la Cité, on me posait toujours la question, vous qui êtes financier et marabout, comment on peut faire? Et quand j'ai découvert la finance islamique, je me suis dit, ah, ça c'est pour moi, parce que c'est une manière de faire des transactions. Vous posez cette question, qu'est-ce que vous répondiez? C'était un problème, parce qu'on n'avait pas de solution. Parce qu'en fait, si vous voulez, la finance islamique, ça a les mêmes objectifs que la finance conventionnelle, mais la manière de le faire n'est pas éthique. Est différente. Ça veut dire que l'islam pense que si on le fait de telle manière, le client lèse la banque ou la banque lèse le client. Donc, il faut le faire de manière éthique. Et par exemple, je donne entre parenthèses, j'étais invité en 2012 au forum de l'université de Harvard aux États-Unis. Ils étaient à leur 10e forum sur la finance islamique. Moi, j'étais à mon 2e forum. Et la plupart des experts, c'était de nos musulmans, à plus de 80%. Et ils parlaient sur la finance islamique, une finance basée sur la charia. Et en fait, ce qu'il ressort de ce séminaire, c'est qu'aussi bien les musulmans que les chrétiens ou les gens qui ont certaines valeurs ont besoin de faire des transactions financières modernes mais qui sont conformes à l'éthique. Par exemple, la crise de 2008, la crise des subprimes, a vraiment boosté la finance islamique, mais a boosté aussi ce qu'on appelle la finance éthique. Au-delà de la finance islamique, il y a beaucoup de religieux, des chrétiens ou même des non-religieux qui préfèrent aller faire la finance islamique qu'une finance qui est conforme à l'éthique. Voilà, c'est ça. Monsieur Mbaké, vous avez organisé le 5e forum international sur la finance islamique de l'Afrique de l'Ouest ici au Sénégal. Nous avons noté la présence de nombreux partenaires stratégiques, y compris celle de Monsieur le Président de la République du Sénégal, son Excellence Monsieur Macky Sall. Pouvez-vous nous dire quels ont été les enjeux stratégiques de ce forum et dresser donc un bilan sur l'avancée de la finance islamique en Afrique de l'Ouest? Alors, je voulais avancer à revenir sur la question que vous avez posée tout à l'heure, sur les actifs, les réalisations de l'AIF. Je pense qu'à ce jour, on a formé plus de 2000 professionnels. Et c'est des professionnels du monde de l'économie et de la finance pour leur donner les compétences nécessaires pour rentrer dans cette industrie. Par exemple, je donne juste un exemple, on a formé tout le personnel de l'UNACOPEC en Côte d'Ivoire. Et je me rappelle quand on faisait la formation, l'un de mes meilleurs étudiants, étudiant entre guillemets, séminariste, c'était un non-musulman qui a eu la meilleure note d'ailleurs. Et chaque fois que je disais le Coran interdit ça, il me dit oui, la Bible interdit ça, qui est un peu la même chose. Donc je pense que dans la sous-région, on était pionniers, sur le plan de la formation, on a beaucoup travaillé sur la formation d'une masse critique d'experts, à même de soutenir cette industrie. Sur le plan du conseil, je pense qu'on a aidé l'État, la Banque centrale, beaucoup d'institutions à mettre en place les moyens nécessaires pour faire bouger cette industrie. Et à ce jour, si je prends l'exemple du Sénégal, ils ont fait 2 emprunts obligataires islamiques qui s'appellent des soukouk, 250 milliards et 100 milliards. Je pense que la Côte d'Ivoire en a fait pour 350 milliards. Ça, je pense qu'on peut le mettre à notre actif parce qu'on a tout démarré. Si je prends aussi des domaines comme la microfinance islamique, à la suite d'une étude qu'on a aidé, après une formation qu'on avait faite avec le Fonds d'impulsion de la microfinance du Sénégal, ils nous avaient demandé de chercher des fonds
On a fait une étude qui a abouti à la Banque islamique de développement et qui aujourd'hui a pondu un fonds de 47 milliards de francs CFA que la BID a mis en place pour développer la microfinance islamique à travers les femmes et ainsi de suite. Et donc je peux continuer comme ça, je pense qu'il y a beaucoup de réalisations. Mais je pense que ce qu'on a plus réussi dans ce qu'on met dans notre actif, c'est d'avoir créé la volonté politique. Je vous avais dit que le président Wade m'avait dit vos prêcheurs ont convaincu. Le président Macky Sall a présidé personnellement le dernier forum sur la finance islamique et a pris des engagements fermes pour le développement de ce secteur et engagé le gouvernement du Sénégal à travailler dans ce secteur. Et je pense qu'avec cette volonté politique, les choses sont en train de se mettre en place rapidement. Donc sur le dernier forum qu'on a organisé le mois de mai dernier, on a eu l'honneur d'avoir le chef de l'État qui est venu présider en personne, en compagnie du ministre de l'économie et des finances, de la Banque islamique de développement, du vice-gouverneur de la Banque centrale. Et ça, je pense que ça montre la volonté politique. C'est un signal fort qui montre que ces autorités sont là pour développer la finance islamique. Maintenant, pourquoi? On en profite peut-être pour en parler très rapidement. Quel est l'intérêt que la finance islamique a pour nos pays? Parce que la finance islamique, ce n'est rien d'autre qu'une manière éthique de faire la finance conventionnelle avec l'éthique de l'islam. Et l'éthique de l'islam, c'est presque une éthique universelle parce qu'il veut pas, l'islam ne veut pas qu'une partie lèse l'autre. Oui, ils veulent que le capital et les travailleurs s'associent pour pouvoir partager des profits et des pertes éventuelles. Ils ne veulent pas que le financier profite de la banque. Si on prend la crise des subprimes de 2008, l'une des conclusions de cette crise, c'était de dire qu'il y avait une déconnexion totale entre la sphère réelle et la sphère financière. La sphère réelle, c'était comme une bourse qui tournait, les gens gagnaient des millions ou des milliards. Et quand ça commence avec la crise des subprimes, ça a touché tout le monde et ça a failli détruire l'économie des États-Unis. Et l'une des conclusions des autorités américaines et internationales, des autorités financières, c'était de dire qu'il faut qu'on lie l'argent à l'économie réelle. Que vraiment l'argent soit là pour financer la production, pour les investissements, ainsi de suite. Et la finance islamique, c'est presque ça. L'islam exige que l'argent finance l'économie réelle. Donc l'intérêt pour notre pays, c'est déjà de donner la possibilité à des gens qui sont désireuses, des personnes désireuses de faire une finance éthique, de pouvoir le faire. Parce qu'il y a des gens qui thésaurisent l'argent parce qu'ils ne veulent pas aller dans les banques conventionnelles. Il y a des gens qui sont dans les banques conventionnelles, qui soient musulmans, chrétiens ou autres, qui préfèrent une finance éthique. Donc ça, c'est déjà une chose intéressante. Mais en fait, la vraie différence entre la banque conventionnelle et la banque islamique, c'est, je pense, d'après ce que j'entends, c'est qu'elle est la banque islamique, elle est vraiment basée en fait sur la charia. C'est un peu la différence. La Banque islamique de développement se justifie sur trois éléments. Le premier élément, c'est qu'en développant une industrie financière islamique dans nos pays, la sous-région, on permet à beaucoup de gens qui épargnent et qui ne veulent pas aller dans les banques conventionnelles ou des gens qui sont dans les banques conventionnelles mais qui veulent une finance conforme à l'éthique de l'islam, qui est presque la même chose que l'éthique du christianisme ou ailleurs, mais c'est l'éthique. Exactement. Donc de mettre vraiment une éthique dans les transactions financières. Et je rappelle que c'est le manque d'éthique qui a créé toutes les crises, la spéculation dans le monde. Donc ça, c'est déjà une chose importante. La deuxième chose importante, ça permet aussi de bancariser beaucoup de monde. Je pense que le programme de 47 milliards de promesses que la Banque islamique de développement a donné à nos pays, l'objectif c'est de bancariser une grande frange de la population, les femmes, ainsi de suite. La troisième chose aussi, pourquoi Londres se positionne comme la capitale de la finance islamique, pourquoi j'étais invité à l'université de Harvard aux États-Unis où il y avait de grands experts de la finance islamique, où la plupart étaient des non-musulmans. Pourquoi c'est l'Écosse, qui a un pays peut-être qui a, je ne sais pas, moins de 1% de musulmans, a déjà parfait son cadre réglementaire. Ils le font parce qu'à côté de ça, les pays de Golfe, du Golfe Persique, qui ont, avec les revenus du pétrole, qui ont vraiment beaucoup de capital, d'investissement à investir dans les pays sous-développés, parce qu'il y a des retours sur investissement importants, sont en train de dire maintenant on va investir, mais on veut que ça soit conforme à l'éthique de l'islam. Alors il y a beaucoup de pays occidentaux qui se positionnent pour capter ça. Mais je pense que nous, on est en meilleure position, le Sénégal et la Côte d'Ivoire et le Togo, que ces pays, parce qu'on n'a pas d'infrastructure. On a tout à construire. Ah oui, bien sûr, il y a tout à faire. Donc je pense qu'à travers la finance islamique,
il faut drainer ces choses. Je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles le président Wade me disait, vous prêchez un convaincu. Oui, tout à fait. Alors, pouvez-vous nous dire, qu'est-ce que les PME ont à gagner avec la finance islamique? Ça, c'est une très bonne question. Parce que le problème de nos pays, c'est les PME. Je pense qu'une bonne politique économique et financière, c'est une politique qui permet de donner les moyens aux PME, le financement nécessaire pour pouvoir développer le secteur privé et créer des emplois. Le problème que vous avez sur les PME, c'est que quand vous êtes PME, vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas vous faire financer à la banque parce qu'on vous demande des garanties. En général, si vous avez les garanties, vous n'avez pas besoin de ce financement. Exactement. Alors, maintenant, il y a un produit très fort en finance islamique qui s'appelle la Moudaraba, qui est un produit très ancien depuis l'islam, qui fait que si moi je suis une PME, j'ai un projet, je suis un expert dans un domaine immobilier par exemple, j'ai un projet bancable, je peux aller voir la banque et la banque peut amener le capital dans ce projet. Et la structure de cet investissement, c'est que la banque apporte le capital, moi j'apporte l'expertise et je réalise le projet et on fait une clé de répartition. Ok. La banque peut dire par exemple pour un projet immobilier de 100 millions, par exemple, si on le vend, on peut le vendre à 200 millions, la banque peut dire je mets l'argent, tu réalises le projet, mais je vais avoir par exemple 70% du bénéfice. Et là, on est en partenariat avec la banque, on réalise le projet et la banque est partenaire. Donc la banque va bien vérifier si le projet est bancable, la banque va suivre les travaux et la banque s'assure parce que la banque prend un risque. Oui, tout à fait. Et au résultat, si le résultat est positif, ils se partagent les bénéfices avec la clé de répartition qui a été définie. Mais si le résultat est nul ou négatif, la banque perd son argent, l'entrepreneur perd son temps, mais n'a pas à rembourser à la banque. Voilà, exactement. Donc ça, c'est vraiment un produit très fort. Donc c'est un partenariat gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant, mais qui permet aux entrepreneurs qui ont beaucoup d'initiatives, mais qui n'ont pas de... et qui n'ont pas de moyens. Voilà, c'est vraiment une association entre le capital et le travail et qui permet aux entreprises de se développer. Bien sûr. Alors, Monsieur Mbaké, je vous propose de revenir sur votre parcours juste après la pub. Vous êtes chef d'entreprise, cadre ou jeune entrepreneur? Votre parcours et votre histoire peut inspirer ou motiver la jeunesse africaine. Participez à votre émission Leitmotiv sur 2STV et partagez votre expérience avec ceux qui en ont besoin. Infoline 78 245 57 72. Leitmotiv. Nous avons tous besoin d'une source d'inspiration. De retour avec notre invité, M. Lamine Baké, directeur général de l'Institut africain de finance islamique. Nous profitons de cette occasion, M. Mbaké, pour faire un grand coucou à tous les habitants de la ville de Touba au Sénégal. Assalamu alaikum, mbokk yi ñu ngi nuyu waa Sénégal gi yëpp rawatina waa ñi dëkk Touba ak Darou Mousty ak réew mépp. Alors selon vous, M. Mbaké, quelles sont les qualités nécessaires pour être un bon chef d'entreprise? Alors, je vais dissocier. Si vous êtes directeur d'une grande institution bancaire ou une multinationale, c'est un grand challenge, mais en même temps, c'est un peu plus facile. Mais si vous êtes un entrepreneur comme M. Mbaké, vous voulez démarrer la finance islamique en Afrique en créant quelque chose qui doit prendre une dimension internationale, c'est encore plus difficile. Moi, je pense qu'il faut des qualités de gestion des ressources humaines, il faut des qualités de leadership, mais il faut surtout des qualités d'entrepreneur. Ça veut dire qu'il faut vraiment avoir le goût du risque, il faut être convaincu du projet qu'on fait, il faut être prêt à aller jusqu'au bout. Parce que parfois, vous avez des obstacles, les gens ne sont pas nécessairement contre vous, mais ils n'ont pas compris le projet, ils n'ont pas votre vision. Tout à fait. Il faut les convaincre. Il faut les convaincre. Ouais. Mais je pense que le point principal, il faut se connaître. Je pense que quand j'étais à la City ou dans une autre institution, j'avais le choix de dire je reste ici dans 10-15 ans, je serai directeur général ou vice-président régional géographique. Oui. Ou bien j'ai dit non, je vais aller créer ma structure et j'ai l'ambition d'avoir dans 10-15 ans, peut-être que ce ne sera pas aussi costaud, mais ce sera une grosse structure. Mais je pense qu'il faut se connaître, savoir où est-ce qu'on faire ce qu'on appelle ce que les Anglais appellent le SWOT analysis. Ouais. Le SWOT analysis, donc je ne sais pas comment on dit ça en français.
les forces faiblesses. Oui. Et je pense qu'une fois qu'on se connaît, on peut facilement prendre la décision. Oui, en fait, il faut faire de ces faiblesses un atout, enfin les transformer en atout. En atout. Et Voilà. se dire, est-ce que moi, je dois grimper dans la structure pour devenir PDG régional ou mondial, ou bien est-ce que je dois aller être un entrepreneur et développer mes propres choses? Merci pour vos conseils. Si vous deviez faire un bilan, qu'en serait-il, Monsieur Mbaké? Bon, je pense que quand on regarde son parcours, on voit toujours qu'on pourrait mieux faire les choses. C'est-à-dire, on pourrait s'améliorer. Mais je pense que ce que je vois de positif dans mon bilan, je suis quelqu'un qui aime les challenges. Et donc, j'ai démarré quelque chose à un niveau... j'étais pionnier dans un domaine qui était vierge dans notre pays. Et je me rappelle en 2013, quand j'ai vu une interview sur Bloomberg, c'est un magazine économique internationalement lu, sur le forum sur la finance islamique. Et quand j'ai dit que le Sénégal devait se positionner pour faire un soukouk, il y a des gens qui m'ont appelé de San Francisco et des gens qui m'ont appelé de Bahreïn pour me dire que vous étiez à la une. On a vu votre nom dans le Financial Times. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très positif. Ça veut dire que moi, je pense que peut-être le plus important dans mon bilan, j'ai réussi à créer la différence. Et je pense que j'ai commencé quelque chose de manière individuelle, mais j'ai réussi à convaincre les gens. Et j'ai réussi à faire bouger l'État et les institutions sur quelque chose qui était vraiment un intérêt pour le pays. Et donc, je reviens au conseil de Amadou Mahtar Mbow, qu'il ne suffisait pas d'avoir un très bon travail, un bon boulot et de s'occuper de sa famille. Mais le plus important, c'est de faire quelque chose pour le pays ou pour l'Afrique. Oui, tout à fait. Et je reviens au slogan de, je ne sais pas si c'est Kennedy qui le disait, pensez à ce que vous devez faire pour votre pays et pas ce que le pays peut faire pour vous. Et je pense que sur ce plan, je pense que c'est positif. Ce n'est pas à la vitesse que je voulais, je pense qu'on devait aller plus rapidement, mais je pense que j'ai créé la différence sur cette Exactement, industrie. et vous avez bien fait justement de croire en votre projet. Mais si on vous donnait la possibilité de changer quelque chose de votre parcours, est-ce que vous avez quelque chose que vous auriez aimé changer? Je n'aurais pas changé grand-chose. Je pense que sur mon parcours, l'expérience, les 3 ou 4 ans où j'ai travaillé aux États-Unis, ça a été très bénéfique. Les 3 ans où j'ai travaillé aussi au Sénégal, c'était aussi très bénéfique. Ce que j'aurais peut-être changé, c'est quand j'ai vu avec l'intelligence économique la vision. J'ai eu la vision de la finance islamique. J'ai essayé de... Je suis allé trop rapidement. D'accord. Si j'avais des choses à changer, j'aurais peut-être posé un par un les points parce que les gens n'étaient pas vraiment connectés pour savoir, ne voyaient pas ce que je voyais et ça m'a donné beaucoup d'obstacles. Et entre guillemets, quand j'ai rencontré le président Mahathir, quand on se séparait, je lui avais demandé de me donner des conseils. Quels conseils il me donnait? Parce que je lui avais dit, je veux démarrer la finance islamique, je lui ai parlé beaucoup de projets. Il m'a dit, le conseil que je vous donne, quand vous démarrez quelque chose, faites étape par étape. Oui, progressivement. Parce qu'il m'a dit, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, même quand il a commencé l'islam, il a pris Abou Bakr, il a posé un acte. Oui. Et donc, au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Tout à fait. Et donc là, je pense que j'ai eu beaucoup d'obstacles en démarrant l'Institut. Mais je pense que, par exemple, le forum de 2011 que j'ai organisé, où j'avais presque invité la crème du monde économique et financier, où il y avait de gros financiers qui étaient prêts à financer de gros projets. Conforté dans votre idée. Voilà, mais je pense que là aussi, j'étais un peu trop en avance sur la mentalité du pays. Parce que déjà, beaucoup de gens me posaient la question, finance islamique, est-ce que islamique dans un pays laïque? D'autres disaient, oui, c'est un Mbaké d'une famille religieuse qui fait islamique. Donc il fallait un temps pour que les gens comprennent les enjeux. Prendre un peu plus de temps en fait. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vous rend fier aujourd'hui au vu de votre parcours professionnel? Ce qui me rend fier, c'est peut-être d'avoir pris le risque de quitter les États-Unis, de venir ici et d'avoir pris le risque de démissionner. Mais ça, je pense qu'il y avait une mission noble derrière, c'est une mission sociale. Parce que je fais partie d'une famille religieuse qui est très respectée dans ce pays. Et mon grand-père est à la limite vénéré. Mais je pense qu'en contrepartie de ce respect, les gens attendent de nous qu'on fasse des choses pour le peuple et pour le pays. Et je pense que ça, c'était vraiment un travail qui me permettait de me sentir moralement à l'aise et pour me dire j'ai fait quelque chose pour le pays, pour la population.
Au lieu de dire j'ai un très bon travail à Wall Street, je gagne beaucoup d'argent avec ma famille. Oui, bien sûr. Je pense que c'est vraiment une équation que... En tout cas, M. Mbaké, vraiment bravo, félicitations, parce que mission réussie et accomplie. Merci. Alors, quels conseils pouvez-vous donner à tous ces jeunes qui nous regardent aujourd'hui et qui aimeraient peut-être embrasser la même carrière que vous? Vous travaillez dans le domaine donc de la banque islamique. Alors, le premier conseil que je vais donner aux jeunes, c'est de dire allez dans ce secteur. Parce que c'est un secteur, en 2010, on parlait d'un volume de 800 milliards de dollars. On disait que d'ici 2020, ça allait atteindre 1200 milliards. Aussi, on est en 2020, on est à plus de 4000 milliards, avec un taux de croissance de 25%. Et donc, je pense que c'est vraiment un secteur d'avenir où les gens qui ont des compétences nécessaires sont recherchés. Bon, maintenant, dans un angle plus large, oui. Je pense que ce que je conseille aux jeunes, c'est de bien se former. Important, très important. Ça veut dire que quand vous faites des études, moi je me rappelle, j'ai tout fait quand j'étais à Lille pour intégrer ce qu'on appelle le DUG, mathématiques, informatique, sciences sociales. Je pense que j'étais le seul étranger, j'ai eu des difficultés pour l'intégrer. Mais parce que j'avais compris que c'était des compétences spécifiques, je pense qu'il faut identifier les compétences spécifiques dont le marché a besoin à ce moment. Oui. Au lieu d'aller dans le général. Il y a des gens qui vont aller dans le général, mais si vous voulez vraiment créer la différence, il y a beaucoup de compétences spécifiques, pas seulement dans le domaine de la finance islamique, mais dans tous les autres domaines, où les gens, ou en Afrique, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Togo, au Mali, on a du mal à trouver ces personnes. Oui, je pense qu'il faut faire un peu de recherche pour cibler ces secteurs. Avoir les bonnes formations, les bonnes bases. Voilà. Alors, nous sommes presque à la fin de notre émission. Malheureusement, M. Mbaké, pouvez-vous nous dire quelles sont vos perspectives d'avenir? Alors, les perspectives d'avenir, je pense qu'on a beaucoup avancé. On a créé la volonté politique sur la finance islamique. Et dans le dernier forum, j'avais décliné devant le chef de l'État, devant la Banque centrale et la Banque islamique de développement, que l'AIF, l'Institut africain de finance islamique, était sur 3 chantiers. Le premier, c'était la création d'une banque islamique dans la sous-région, qui permettrait de développer cette industrie. Et là aussi, on est très avancé dans ce projet. La création d'un fonds d'investissement conforme à la charia, qui puisse financer l'éducation, qui est en plein boom dans notre sous-région à cause de la population, qui puisse financer les services de santé, qui puisse financer le bâtiment, parce qu'il y a dans nos pays plus de 70% à moins de 30 ans, ils ont tous besoin d'un logement. Et là aussi, on est très avancé. On a déjà eu l'accord de Dubaï. On a mis en place le fonds à Dubaï pour pouvoir financer l'Afrique de l'Ouest. Et le troisième chantier, c'est la création d'une institution de microfinance islamique avec un capital de 1 milliard qu'on a déjà créé. On a déposé l'agrément. Et donc, on attend le retour de l'État pour démarrer ces choses. Et donc, l'objectif reste le même, être un acteur majeur, sinon l'acteur majeur dans la création d'une industrie forte de la finance islamique en Afrique de l'Ouest. Monsieur Mbaké, nous sommes au terme donc de cette émission. Avez-vous un dernier mot pour nos téléspectateurs? Le dernier mot, c'est vraiment de féliciter cette initiative de Leitmotiv. J'ai déjà suivi dans le passé. Donc, qui met en exergue des profils comme le mien, qui puissent servir d'exemple aux jeunes pour pouvoir se développer. Parce que je pense que l'Afrique, le point fort de l'Afrique en ce moment, c'est sa jeunesse. Quand on dit dans plusieurs de nos pays, plus de 70 à 75% de la population à moins de 30 ans, ça veut dire que c'est un pays jeune. Et je pense que quand j'étais invité au sommet de Riyad en Arabie Saoudite, où j'avais rencontré beaucoup d'autorités, y compris le président Macky Sall d'ailleurs, et où il y avait un professeur de l'université de Harvard qui disait une chose très importante. Il disait, on est à une époque dans le monde où avec le développement des nouvelles technologies, où les pays sous-développés qui ont une masse critique de jeunes ont plus la possibilité de se développer que les pays développés. Oui. Ça veut dire qu'en utilisant le levier de la jeunesse et de la technologie, on est en mesure de ce qu'on appelle en anglais leapfrog, je ne sais pas comment dire ça en français, de vraiment court-circuiter, de brûler des étapes par rapport à notre développement. Je donne un exemple. Aujourd'hui, aux finances, quand vous prenez le mobile banking, c'est l'Afrique qui est le leader. Oui. Parce que quand vous allez dans le village le plus lointain à Abidjan,
Il n'y a pas de bureau de poste, il n'y a pas de banque. Mais avec les téléphones, on fait tout. Quand Oui, vous allez en Europe ou aux États-Unis, on n'a pas besoin du téléphone parce que les institutions sont là. Oui. Et je pense que si on utilise ce levier, je pense que l'Afrique peut se développer plus rapidement qu'on le pense. Et je pense que c'est notre tour. Alors, ce que je dis, pourquoi je félicite cette initiative, je pense qu'il est nécessaire de donner à la jeunesse de nos pays africains les compétences nécessaires, surtout dans les domaines des nouvelles technologies, pour pouvoir surclasser les Occidentaux, parce que c'est vraiment c'est le tour de l'Afrique en ce moment. Exactement. Merci M. Mbaké d'avoir accepté notre invitation et de partager votre parcours avec nos téléspectateurs. Nous vous souhaitons le meilleur pour la suite de votre carrière et nous vous disons à bientôt. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève notre émission. Rendez-vous la semaine prochaine, même chaîne, même heure. Et d'ici là, que Dieu vous garde. Action! Salam alaikum. La République du Sénégal, son Excellence M. Macky Sall. Avant, on sera d'accord, M. Macky, M. Macky